Espace TV, le 22h. Merci de renouveler votre fidélité à la télévision Espace. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, l'opposition républicaine va-t-elle tenir encore pour longtemps? Cette plateforme qui réunissait autrefois les leaders les plus influents de l'opposition est au bord de l'implosion. Vous suivrez Aboubacar Silla dans ce journal. Inondation au quartier Yimbaya, secteur 4. Ce matin, plusieurs familles ont vu leur maison envahie par les eaux. Les dégâts sont énormes. De nouveaux affrontements violents ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants vendredi en début de soirée à Hambourg, en marge du sommet du G20. Encore une fois, bonsoir. L'opposition républicaine traverse une crise et ses principaux membres ne le cachent plus. L'UFC, les NFD et le RDIG viennent de se désolidariser de la récente décision de la reprise des manifestations de rue le 2 août, selon Aboubacar Silla, que nos reporters ont rencontré ce matin. Cette manifestation est infondée. Le porte-parole de l'opposition républicaine reproche au chef de file de l'opposition d'agir unilatéralement sans aucune consultation. Il s'exprimait dans l'émission Politiquement Correcte. Suivez ce décryptage avec Antoine Courma. Le malaise au sein de l'opposition républicaine se précise de plus en plus avec l'absence constatée d'Aboubacar Silla de l'UFC, de Mouktar Diallo de NFD et de Jean-Marc Teliano du RDIG à la dernière plénière. Cela serait dû à un manque de concertation et à des décisions unilatérales de Cellou Dalein Diallo. Pour prendre une décision de manifester, il faut en avoir, si vous voulez, tous les arguments. C'est une décision suffisamment grave qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Nous avons estimé que la situation a changé entre-temps, du fait justement de l'absence du chef de file. Donc l'agenda a changé. Le chef de file il est rentré, il a été à l'Assemblée générale de son parti, et sans se concerter avec nous, il a dit que la réunion suivante de l'opposition républicaine devait être dédiée à la détermination d'un calendrier pour les manifestations. Donc c'est ça qui explique notre absence à cette réunion. Pour la manifestation du 2 août prochain, le porte-parole de l'opposition républicaine et les autres membres du FAD ne se sentent en rien concernés. Aboubacar Silla pense qu'il n'y a aucune raison de manifester car les lignes seraient en train de bouger. Nous ne marchons pas pour marcher, nous marchons pour arriver à un objectif, celui de satisfaire nos revendications ou de faire appliquer l'accord. Pendant qu'on est autour de la table, on est en train de débattre point par point de l'application de cet accord, on ne peut pas sortir dans la rue, ce n'est pas cohérent. Non seulement nous nous désolidarisons de ces manifestations qui sont planifiées pour les raisons que je viens d'évoquer, mais nous retirons nos représentants dans le comité d'organisation, parce que nous les avons déjà désignés, ce comité avait déjà commencé à travailler, nous leur demandons instamment de quitter le comité d'organisation parce que nous ne sommes pas concernés par cette manifestation du 2 août 2017. Autre stupéfaction du président de l'UFC, c'est l'annonce de Makanera Kake lors du point de presse annonçant le calendrier des manifestations. Comme par hasard, c'est maintenant qu'il y a eu ce petit différent, cette divergence entre nous, que comme par hasard, M. Makanera, M. Papakoli déclaraient être maintenant partie intégrale de l'opposition, comme ici il s'agissait de remplacer certains par d'autres. De plus en plus, l'opposition républicaine s'effrite et se fragilise. Après les départs du PDN, de l'UFR, de l'NGR, du PGRP, de l'UGDD, c'est au tour de 3 autres leaders influents de dénoncer les stratégies employées sur le terrain. L'UFDG en grande partie est pointé du doigt. Restons toujours dans la politique et cette fois avec le président du Parti de l'Unité pour le Progrès, PUP, qui a également donné son avis sur la crise qui mine la CENI, les manifestations annoncées par l'opposition républicaine et la gouvernance actuelle du pays. Fodé Bangoura a été interrogé par Mamadou Kalisso et Aloussène Kamara. La crise qui sévit à la Commission électorale nationale indépendante ne surprend guère Fodé Bangoura. Pour lui, cette institution est née avec des handicaps et tant qu'elle ne sera pas dépolitisée, les problèmes vont perdurer. La CENI a été créée avec des problèmes et ces problèmes sont en train de la tuer. C'est une CENI politique et chaque formation va être au pouvoir.
Donc ces délégués sont là pour défendre les causes. Moi, je suis pour une CENI apolitique. Les questions sur les manifestations des rues annoncées par l'opposition républicaine et la crise qui mine celle-ci, l'ancien bras droit du fait général Lansana Conté est resté évasif et méfiant. Mais sur la gouvernance du régime Condé, Fodé Bangoura pense que l'État a fui ses responsabilités et que les citoyens sont abandonnés à eux-mêmes. Marcher gré à gré, le mauvais État, l'État abandonne, les crimes organisés, désorganisés, le viol collectif, l'insalubrité, l'État est parti, parce que l'État est parti complètement, il n'existe nulle part. Et aujourd'hui, regardez, les citoyens se sentent abandonnés. Personne ne prend ses responsabilités. Le président du Parti de l'Unité et du Progrès estime que 90% des problèmes qui assaillent la Guinée sont dus à la faiblesse de la justice. Pour illustrer ses propos, il cite la fréquence du lynchage des présumés voleurs ces derniers temps, les viols sur mineurs et les braquages des coupeurs de route à l'intérieur du pays. À la société civile, cette actualité ne passe pas inaperçue. La plateforme des citoyens unis pour le développement, PQD, a tenu un point de presse ce samedi pour exprimer sa position. Le président de la PQD interpelle l'ensemble de la classe politique à trouver une solution au sein de l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée. Je vous propose de le suivre au micro de Gibril Ba. C'est au début de l'année que les syndicalistes et le gouvernement guinéen se sont mis d'accord pour répondre aux préoccupations des enseignants qui ont demandé des meilleures conditions de vie et de travail. Une revendication suivie des conséquences négatives. Plus de 6 mois après, la PQD constate avec amertume la non-application des points revendicatifs. Comme on le sait, plusieurs points de ces accords ne sont toujours pas respectés par le gouvernement, en dépit des engagements et parfois avec la garantie de l'Assemblée nationale. Or, ce qui est en jeu, c'est la dignité des travailleurs guinéens et de leurs familles. La plateforme des citoyens unis pour le développement avertit et invite les autorités à trouver une alternative pour ne pas replonger dans la même crise, car le syndicat devra bientôt faire une observation sur l'évolution de l'application des 10 accords. Les affaires de corruption et de détournement de deniers publics font légion et l'impunité est devenue une culture de gouvernance. Les populations sont désemparées, les jeunes aussi. Pendant ce temps, on dit aux syndicats que l'État n'a pas d'argent pour respecter ses propres engagements visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. La société civile, toute obédience confondue, met en garde le gouvernement contre le risque de sa défaillance dans ce processus de négociation. Ces dénonciations découlent d'une véritable désolation du président de la PQD qui montre l'incohérence des priorités des gouvernants sans se faire le moindre souci de la vie de la population. Et au cours de cette rencontre avec la presse, beaucoup d'autres sujets ont été débattus. La PQD dénonce la lenteur de l'application des accords entre le gouvernement et les syndicalistes. Ces accords, en grande partie, sont axés sur l'augmentation des salaires des agents de l'administration publique, précisément les enseignants. Gibril Ba et Ibrahim Assouma. Aujourd'hui, encore une fois, ceux qui ont la responsabilité de nos institutions, leur souci, c'est leur enrichissement personnel. Et je dis, la loi, elle était mauvaise sur la CENI, elle l'est sur la CENI, et nous ne sommes pas étonnés de voir ces crises-là. Même là où la loi peut sembler être bonne, les jeux d'intérêt font aujourd'hui qu'il faut s'attendre à des crises. On a un leadership politique aujourd'hui qui pose énormément de problèmes quant à la gouvernance des affaires du pays. Nous devons en prendre conscience et être conscient aussi de l'ampleur de la situation dans laquelle on est et éviter de nous limiter aux périphériques. La CENI est une institution qui fait partie d'un système. Le système-là mérite aujourd'hui d'être réévalué avec une possibilité d'une nouvelle orientation.
Et comme je vous l'annonçais dans les titres, les habitants du quartier Yimbaya Bougie, secteur 4, se sont réveillés les pieds dans l'eau ce samedi matin. Les fortes pluies de la nuit dernière ont laissé des traces sur plusieurs habitations dans ce quartier. Ce matin, c'est plus d'une dizaine de foyers qui s'attelaient à l'évacuation des eaux qui ont envahi leurs maisons. Les victimes sollicitent de l'aide. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara ont fait le constat. Suivez. Depuis 3 heures du matin, il est impossible de dormir. La stupeur a gagné les esprits. Cette famille cherche à évacuer les eaux de sa maison. Cette année-là, ça fait la deuxième fois, nous rentrons jusqu'au niveau de 50 cm. On a des enfants, on a des petits enfants de 4 ans, de 2 ans, hein, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. D'après les témoignages des familles, un tunnel à l'intérieur de la piste de l'aéroport est à l'origine de cette inondation. Ce calvaire, cette population le vit depuis 2 ans maintenant. Sur cette marée d'eau, des femmes pratiquent l'agriculture, chose qui les obligeait à déboucher ce tunnel. Depuis qu'elles ont été chassées de la piste, le tunnel n'est plus entretenu. Maintenant, ça fait plus de 4 ans depuis que les femmes ne travaillent plus ici. J'ai envoyé les gardiens, les militaires, et avec les chiens, pour ne pas que les gens descendent ici. Maintenant que les gens ne descendent plus ici, l'année dernière, l'eau nous a envahi ici. On s'est rentré dans nos maisons. Ces habitants ne savent plus à quel sens se vouer. À plusieurs reprises, ils ont tenté d'alerter les responsables de la SOJAC, pointés du doigt dans cette affaire en vain. Aujourd'hui, ils n'ont plus que l'État pour les sortir de cette situation. Nous appelons l'État pour nous aider. Nous sommes la population. Si on ne nous aide pas, ils n'ont qu'à dire de quitter, on va quitter, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque hivernage, les mêmes peines. Les habitants de cette localité menacent de marcher sur la piste au cas où la SOJAC n'aurait pas fait suite à leur requête d'ici lundi prochain. Plus loin, les autorités éducatives de la préfecture de Boké ont procédé au lancement du baccalauréat ce vendredi, à l'instar des autres villes du pays, dans un climat de sérénité et de rigueur absolue. Les dispositifs de bonne tenue de cet examen ont été mis en place, rassure le coordinateur préfectoral du baccalauréat et le directeur préfectoral de l'éducation, pour un total de 4700 candidats installés dans 13 centres d'examen. Suivez ce propos recueilli par Kadia Diallo et Salifo Lifo Sissé. Dans le lancement du baccalauréat, la disponibilité des autorités, vous avez compris très certainement, nous sommes venus s'adresser aux candidats dans un premier centre et on a eu le temps, on a laissé ces épreuves avec l'autre. Dans le second centre aussi, nous sommes venus s'adresser aux candidats avec les autorités régionales et préfectorales. Voilà que nous sommes dans le temps pour le troisième centre. Nous adresser à ces candidats aussi, leur rassurer de notre soutien, leur rassurer de toutes les dispositions prises par les autorités de l'éducation et de l'administration du territoire. Cette année, contraire aux autres passées, les années passées, les sujets même ont été mis à la disposition des autorités administratives, que sont les gouverneurs et les préfets et les sous-préfets. Ce qui prouve à suffisance que nous sommes engagés dans ce processus d'examen de fin d'année. Je profite de votre micro pour lancer un appel pressant aux surveillants. Parce que la crédibilité d'un examen dépend d'abord des surveillants. Il faut que ces surveillants soient à la hauteur, qu'ils observent intégralement la neutralité, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là pour défendre quelqu'un, mais ils sont là pour défendre la République, pour défendre l'enseignement. Revenons à Conakry et interrogeons-nous sur les stratégies à mettre en place pour débarrasser le plus grand marché du pays de ses ordures. La question vaut son pesant d'or. Les autorités décident de s'orienter vers le privé pour tenter une énième expérience. Ce samedi donc, sous une grande pluie, l'entreprise en question a fait ses premiers pas à Madina. Vous allez le voir, les équipements sont là, mais la tâche s'annonce ardue. Mamadou Sadio Baldé pour le reportage. Les premiers pas sont difficiles, même si la détermination est grande. Pour la première sortie, les membres d'Urki Sarlu devront affronter d'abord la pluie, puis les eaux de ruissellement. Conséquence, l'opération devient plus ardue, mais les occupants des lieux se rejoignent à l'équipe pour le ramassage des ordures.
Un contrat de 3 ans renouvelable. L'opération consiste à positionner des camions spécialement conçus pour le ramassage des ordures. Les propriétaires de magasins, boutiques et étalagistes peuvent se joindre à l'équipe de collecte et ramassage pour acheminer les déchets dans les camions. Et on va tout assainir tous les soirs. Ce n'est pas un seul jour par semaine. Ils ont, à partir du moment où on paye, on a le droit de réclamer. Oui, on a des partenaires et moi-même, j'ai fait ce travail pendant environ 20 ans. Et cela n'est pas en Guinée ici. Je viens de la Suisse. J'habite à Fribourg, en Suisse. C'est là-bas que j'ai fait ce travail pendant très longtemps. Et je connais tout le processus de traitement des déchets. Depuis la collecte jusqu'au traitement. J'ai fait tout cela pendant des années. Et quand je suis arrivé à Conakry, j'ai vu les montagnes d'ordures. Je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. Boussiriou Diallo, initiateur du projet, a 20 ans d'expérience en Suisse. Il vient s'ajouter à 50 autres personnes pour tenter de débarrasser Conakry de ces immondices. Beaucoup d'entreprises ont tenté l'aventure sans succès, mais le régisseur central du marché garde l'espoir. Vraiment, nous remercions le gouvernorat et le ministère de l'administration du territoire qui a signé ce contrat-là vraiment pour le nettoyage du marché. Parce que là, on était vraiment débordé par des ordures. Nous souhaitons que ce ne soit pas un feu de paille. C'est pour cette raison que nous réfléchissons longtemps et nous allons y mettre les moyens afin que petit à petit nous puissions assainir là. Si l'opération de Madina connaît un succès, l'expérience sera rééditée dans d'autres zones de la capitale. Sport à présent pour clore la page Nation de ce journal. Coup d'envoi du championnat national de basketball saison 2016-2017. Ce sont les dames qui ont ouvert le bal ce vendredi soir au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Les amoureux du ballon panier qui ont effectué le déplacement ont vu BS Elite s'imposer face au Oroya AC. Les précisions avec Alpha Omar Baldé et Mamadouba Kamara. La reprise du championnat national de basketball a tenu toutes ses promesses ce vendredi dans l'après-midi. Deux équipes se sont confrontées avec détermination dès l'engagement de la partie. Des dribbles au marquage de zone en passant par les lancers francs réussis de façon spectaculaire, les filles ont fait une prestation de haut niveau. Le tout dans une ambiance électrique qui augure de l'espoir pour la valorisation du basketball guinéen. Effectivement, on avait la pression parce qu'on manquait tous de compétition. Et aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée qualifie un peu pour plusieurs compétitions. Les Jeux de la francophonie vont débuter un peu vers la fin juillet. On doit participer aussi à l'Afro-Basket Dames. Ensuite aussi chez les hommes aussi. Donc il fallait forcément relancer la compétition au plus tôt, au plus pressé. Et ce qui fut fait, nous sommes satisfaits aujourd'hui de cette prestation des dames. Cela augure de très bonnes choses pour le basketball féminin à l'avenir. À l'issue d'un coup à coude serré qui a duré 3 heures, BC Elite l'a remporté 47 à 44 paniers face à l'équipe du Oroya féminin. Pour le coach vainqueur, cette victoire est le fruit d'un travail de dur labeur. C'était vraiment chaud parce que c'est le début du championnat. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de pression. C'était juste ça, mais sinon... Troisième quart-temps, ça commence à marcher. Le sport, c'est juste t'entraîner et puis tu verras ce qui s'est passé. On a fait combien d'heures? 6 mois d'entraînement, peut-être ça a payé. C'est ça. Cette rencontre fut décisive dans le dernier quart-temps où les protégés de Alioune Thioune ont manqué l'opportunité de revenir au score sur un ultime contre, ce à 1 minute du terme. Beaucoup de choses n'ont pas marché. D'abord, les lancers francs qu'on a ratés. Et les erreurs techniques qui ont été commises par les filles. Bon, c'est le premier match, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu de match à ce niveau. Donc c'est bon, c'est un peu pardonnable, quoi. Mais c'est dommage quand même. Le match est vraiment, on pouvait gagner ce match-là. Parfois les filles se précipitent un peu, elles jouent un peu pour le public. Et malheureusement en oubliant les consignes qui ont été données par l'entraîneur. Par exemple, la dernière balle, la fille qui a tiré, c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé un pick and roll. Malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Cette saison, 8 équipes de Ligue 1 série hommes, 4 formations série filles, 6 équipes de la 2e division et les équipes des ligues régionales vont rentrer en compétition en phase aller et retour. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée.